L'orpaillage clandestin refait surface dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les conséquences de cette exploitation sont désastreuses pour le sol et l'économie du pays. Nous le verrons dans ce journal-là. Un kinésithérapeute non-voyant, son talent est reconnu hors du pays. Pendant 30 ans, il a participé à la rééducation de plusieurs centaines de patients. Et puis le 14 août 1980, les chantiers navals de Dansk, c'est en Pologne, se mettent en grève avec 17 000 ouvriers. Lors de ce mouvement, le premier secrétaire du PS promet des élections syndicales libres dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. L'exploitation artisanale de l'or dans les rivières aurifères coûte la vie à de nombreuses personnes, parmi elles des enfants. L'orpaillage clandestin gangrène aussi l'économie du pays. Dans la région de la Bagoué, les villages de Fodio et de Siempourgo sont confrontés aux éboulements de terrain, à la dégradation des sols et à la réduction de la production agricole. En 2014, avec la mise en place du programme national de rationalisation de l'orpaillage, les 429 sites clandestins actifs sur le territoire national avaient été fermés. Des centaines d'orpailleurs clandestins avaient été interpellés et des quantités importantes d'armes, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants saisis. Mais le phénomène a repris. Fin 2016, 185 sites d'orpaillage clandestins ont été dénombrés, dont 142 anciens sites recolonisés et 47 nouveaux sites. Un non-voyant kinésithérapeute. Il exerce son métier, son réflexe et son expertise lui permettent d'aider de nombreuses personnes. Il est même sollicité à l'extérieur du pays. Toutefois, il rencontre aussi des difficultés. Chris Diomandé et Delphine Blas l'ont rencontré. Coco Diangré, 8e tranche. Au premier étage de cet immeuble vit Dali, marié, père de 3 enfants. Il est non-voyant et kinésithérapeute depuis 30 ans. Au réveil, il confie sa journée à Dieu avant de rejoindre son lieu de travail, pas loin de son domicile. Il explique ici son parcours. J'ai toujours été malvoyant jusqu'en terminale. Et donc là, après le bac, la vision était devenue très basse, très difficile. J'ai opté pour les études de kinésithérapie, qui sont des études beaucoup plus adaptées aux personnes malvoyantes. Donc je suis allé en France. Ça, c'était déjà dans les années 80, 82. Je suis allé en France, j'ai fait mes études et en 86, je suis revenu. Donc du coup, j'ai commencé à travailler, d'abord un peu en libéral et puis après, je suis rentré à la fonction publique. Je suis resté au CHU de Pougon pendant un peu plus de 20 ans. Et puis là, bon, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, d'anticiper et je suis venu m'installer à mon propre compte. À l'intérieur du centre, toute une équipe aux soins des patients. Vous décollez légèrement le dos du siège, du dossier, voilà. Voilà. Alors vous me résistez bien. Encore. Encore. Il a été opéré il y a 2 mois de cela maintenant et on nous l'a transféré ici pour pouvoir faire la rééducation pour qu'il puisse mieux marcher. Les patients de Dali sont des personnes atteintes d'AVC, de douleurs articulaires, des accidentés et des enfants nés avec des malformations qui viennent pour une rééducation. C'est un traitement de courage. Il faut avoir du courage, sinon c'est pas facile, hein? Mais il faut avoir beaucoup de courage. Quand je venais ici, je ne peux pas m'asseoir comme ça. La minute que je fais là, je ne peux pas faire ça. Mais avec la rééducation, ça va. Il y a 2 mois, j'ai eu très mal au dos. Après le diagnostic, on m'a décelé une lombo-sciatique qui descendait sur le côté gauche. J'avais du mal à conduire, j'avais du mal à me coucher même. Et puis j'ai eu 10 premières séances et aujourd'hui nous sommes dans la dernière phase où je n'ai pratiquement plus de... j'ai plus mal. Quand je venais avec l'enfant ici, le 6 mai, il ne marchait pas, il ne parlait pas. Mais depuis que je suis venue avec l'enfant ici, il a commencé à parler et lui-même il mange. Au début, il était dépendant de moi, mais présentement, il est indépendant. Dali a son secret entre ses doigts. Tout est de l'art. C'est un métier pratique, c'est un métier manuel et c'est un métier qui permet
à la personne qui est malade d'être tout de suite touchée là où le mal existe. Mais souvent, Dali rencontre des difficultés. Les personnes handicapées nécessitent que j'ai des appuis, des aides, des soutiens, mais j'ai toujours été autonome. Et des fois, bon, vous avez bien envie d'entreprendre quelque chose, mais la situation, l'environnement n'est pas aussi bien adapté que cela l'est ailleurs. C'est comme toute personne handicapée, ce sont les programmes d'accessibilité. On s'adapte. Son efficacité et son courage ont fait de lui une personne incontournable dans le milieu des kinésithérapeutes. Il est beaucoup sollicité pour des séminaires. Handicapé et kinésithérapeute, Dali effectue de nombreux voyages dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour partager son expérience grâce à son métier depuis plusieurs années. Des interventions chirurgicales gratuites au profit des populations démunies atteintes de malformations congénitales. Ce projet est à sa 7e édition. Herman Niamian nous fait l'écho de la conférence de presse organisée par l'ONG qui œuvre en faveur du bien-être des couches défavorisées. Il y a maintenant plus de 5 ans qu'elle permet aux personnes défavorisées victimes de malformations de tout genre de recouvrer la santé. L'ONG PAMSI, en initiant son projet dénommé Compassion pour la Côte d'Ivoire, veut soutenir les actions du gouvernement en venant en aide aux personnes démunies. Cette volonté lui a permis de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour donner de la dignité aux personnes souffrant de malformations congénitales. En initiant cette conférence de presse, elle entend annoncer les actions à venir. Cette conférence de presse était pour faire le point de nos activités et faire en même temps le lancement de la 7e phase de Compassion pour la Côte d'Ivoire. Dans notre programme pour la 7e phase, nous aurons la campagne de sensibilisation suivie de consultations chirurgicales au niveau de l'église Luner-Chapelle à Kouedo. Après la phase de sensibilisation et de recensement qui se tiendra du 12 au 13 août, suivront les prises en charge gratuites des malades. En 5 ans d'activité, l'ONG PAMSI a permis à plus de 8000 personnes souffrant de malformations congénitales de recouvrer la santé. Pour cette 7e phase, l'ONG bénéficie du soutien d'un opérateur mobile qui voit en cette action une occasion de soutenir les populations démunies. En sport, après plusieurs années d'interruption, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines reprend du service. Le tirage au sort de la phase finale du tournoi s'est déroulé à Accra. Au Ghana, la compétition regroupe les 16 pays des 2 zones de l'institution sous-régionale. Eliane Tapi. 6 mois après le tournoi UFOA des clubs à Dakar, qui a vu le sacre de l'AS Tanda, l'Union des fédérations ouest-africaines de football remet le couvert avec cette fois-ci la compétition UFOA réservée aux sélections nationales. 16 pays des zones A et B de l'instance sous-régionale sont concernés par ce tournoi. Une phase de poule à élimination directe permettra aux équipes qualifiées d'accéder aux demi-finales. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Togo. D'autres rencontres telles que Mali, Mauritanie, Burkina Faso versus Niger sont également à l'affiche. Côte d'Ivoire-Togo, c'est toujours une belle affiche. C'est une affiche qui ne manque jamais de piment. C'est un derby ouest-africain, mais c'est jouable pour nos éléphants. Le Mali, c'est une équipe, une formation qui monte en puissance. Nous allons aborder ce match avec le maximum de sérénité, puisqu'après tout, comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous connaissons. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de faire du beau travail sur le terrain. Pour autant, le Mali aussi est en train de monter en puissance en matière footballistique. En veilleuse depuis 2011, cette compétition renaît de ses cendres. À l'image du CHAN, elle est réservée aux joueurs issus des championnats locaux. Sur le plan financier, le tournoi UFOA des Nations s'annonce alléchant. Non seulement le partenaire prend en charge tout, depuis la billetterie, le transport local, la nourriture, l'hébergement. En plus de cela, toutes les équipes participantes, même le dernier du tournoi, aura 5 000 $. Notons que cette compétition aura lieu du 9 au 24 septembre prochain au Ghana, dans les villes de Sekondi, Takoradi et Cape Coast.
Au moins 18 personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste à Ouagadougou, au Burkina Faso, pays membre de la coalition anti-djihadiste du G5 Sahel. L'attaque menée par des djihadistes présumés et qui a fait une dizaine de blessés a visé le café-restaurant Aziz à Istanbul, dans le centre-ville, particulièrement fréquenté par des expatriés au moment de la retransmission de grands matchs de football. Des pluies torrentielles accompagnées de coulées de boue et de glissements de terrain ont surpris en pleine nuit les habitants de la capitale de la Sierra Leone, Freetown, faisant au moins 312 morts et 2000 sans-abri, selon un bilan qui risque encore de s'alourdir. Ces inondations font d'ores et déjà partie des plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années. Et puis, pour l'éphéméride, les 17 000 ouvriers des chantiers navals Lénine de Gdansk se mettent en grève à la suite du licenciement d'un des leurs, ici en Pologne, membre d'un syndicat indépendant. La grève des ouvriers de cette entreprise phare de la Pologne populaire qui construit des bateaux essentiellement destinés à l'URSS de l'époque d'alors, c'est-à-dire de la Russie, s'étendra à tout le pays et la crise sociale débouchera en crise politique à la fin du mois avec la démission du Premier ministre Edouard Babiš. Les 17 000 ouvriers des chantiers navals Lénine de Gdansk se mettent en grève menée par le futur syndicat Solidarnosc, fondé 15 jours plus tard. Son leader, Lech Walesa, amorce un mouvement massif qui jouera un rôle clé dans l'opposition au régime de la République populaire de Pologne, avec dans un premier temps des élections syndicales libres promises par le premier secrétaire du PS d'alors, Edouard Gierek. Le 26 août, dans la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève, Marianne Stepczynski constate que les ouvriers semblent marquer leur premier point après la reconnaissance du comité interentreprises par les dirigeants communistes comme interlocuteur valable. Mais pour l'éditorialiste, dans la délicate partie qui s'est engagée entre les grévistes de la Baltique et les dirigeants de Varsovie, les cartes maîtresses sont pour l'heure injouables. Il faut donc être patient. Cela veut dire que du côté des travailleurs, du plus modeste piqué au plus écouté des leaders, seule la poursuite de la grève ouvre la voie à une négociation véritable, car elle seule peut peser sur les deux handicaps majeurs du pouvoir, son incapacité durable à régler l'inextricable situation financière de l'économie polonaise et l'incapacité dans laquelle il se trouve présentement d'empêcher une extension du mouvement à l'ensemble du pays en dehors d'un recours dérisoire au blocage des communications. L'espoir, c'est qu'en faisant durer l'arrêt des chantiers, le mouvement des travailleurs accroisse chaque jour davantage les difficultés existantes et futures des responsables politiques, lesquels ne manqueront pas, prévoit à juste titre l'éditorialiste, d'utiliser leurs armes favoris, manœuvres d'intimidation, tracasseries policières et grandes déclarations apaisantes en vue de briser la détermination des grévistes. Jusqu'à présent, poursuit Stepczynski, aucun des camps n'a abattu ses atouts. La seule chance que le système évolue, ce sont les règlements de comptes s'opérant au sein du bureau politique qui offrent une occasion de choix à des gestionnaires plus jeunes et plus dynamiques pour tenter d'amener les structures à plus d'efficacité et de souplesse. D'ailleurs, sans réforme en profondeur qui poserait le problème de la suivi du régime, l'éditorialiste ne voit pas encore comment un hypothétique nouveau pouvoir à la tête du pays sortirait l'économie polonaise de son désordre. De fait, en 1989, le gouvernement sera tenu en échec lors de premières élections semi-libres et une république parlementaire restaurée. C'était 5 mois avant la chute du mur de Berlin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.